Bonjour, je m'appelle Bethsabée. Aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur histoire, leurs origines, et moi la première. J'ai décidé de commencer ce que j'appelle une grande aventure, comprendre les pierres de la ville de mon enfance. Ce podcast est le témoignage de mes diverses rencontres auprès de passionnés d'histoire et de professionnels qui nous transportent dans le passé. Et toutes ces histoires commencent par « Il était une fois, dis non ». Je me suis vite rendu compte que les religieux ont occupé une place importante à Dinan. Quand vous marchez dans la ville intramuros, vous pouvez remarquer de nombreux vestiges d'édifices religieux. Barbara de la Mare, spécialisée dans les églises romanes bretonnes, a été une rencontre cruciale pour comprendre le patrimoine religieux de la ville, en particulier l'architecture des deux églises paroissiales de Dinan. Bonjour Barbara de la Mare, je vais vous laisser vous présenter. Donc, je m'appelle Barbara de la Mare, je suis docteure en histoire de l'art médiéval de l'université de Rennes 2. Donc ça fait un moment que je travaille sur le sujet du patrimoine médiéval, en particulier breton, puisque j'ai fait ma thèse sur les églises romanes de Bretagne. Et je suis aussi guide conférencière, notamment pour la ville de Dinan. À Dinan, on peut remarquer plusieurs monuments religieux. Qu'est-ce que ça démontre sur la ville ? Ça nous permet d'avoir une image assez fine de ce que pouvait être une ville au Moyen-Âge. Ces villes closes, comme l'était Dinan, donc avec ses remparts, n'étaient pas urbanisées complètement. Il ne faut pas imaginer qu'il y avait des maisons de bourgeois, des marchands partout. Il y avait de très très grandes parties de cette ville qui en réalité étaient laissées non pas vides, mais des espaces qui n'étaient pas bâtis, puisqu'il y avait énormément de couvents. Alors Dinan est un cas exceptionnel. Il y a quasiment les 2/3 de la surface comprise dans les murs, entre les remparts, qui appartenaient à l'église à la fin du Moyen-Âge, avec différents couvents, différents monastères, des bâtiments qui du coup étaient d'assez grandes dimensions et qui surtout étaient entourés d'espaces non bâtis. Des cloîtres, des jardins, des vergers. Il y avait beaucoup d'espaces comme ça, libres. La ville était très aérée en réalité. Ce que ça nous dit aussi, ce grand nombre de fondations, c'est que Dinan est une ville importante, symboliquement aussi. Ces établissements, ils sont fondés par les grands féodaux, les grands nobles de l'époque médiévale, pour racheter leur âme, évidemment. Mais le fait de choisir de le faire à Dinan, ça démontre l'importance symbolique de cette ville. Ça rajoute un peu de valeur à leur donation. Quels sont les monuments religieux qu'on peut retrouver encore aujourd'hui à Dinan ? Alors aujourd'hui, on retrouve essentiellement les deux églises paroissiales, l'église Saint-Malo et l'église Saint-Sauveur. Pour ce qui est des couvents et des monastères, c'est beaucoup plus compliqué. Alors il y a des vestiges qui ont tous été transformés. Il y a les Cordeliers, donc où il y a le lycée, les dominicaines, où on a l'école de musique, il me semble, et la bibliothèque aussi, si je ne me trompe pas. Les bénédictines, qui ont aussi été transformés en établissements d'enseignement. Donc là, on a conservé en partie les églises, le cloître aussi, au Cordeliers, mais tout a été très très modifié, donc c'est compliqué de comprendre comment est-ce que ça fonctionnait à l'époque médiévale. Et à la fin du médiéval, il y avait combien de ces bâtiments, de couvents ? Dans les murs de Dinan, on avait 7 établissements, plus les 2 églises paroissiales, puisque Dinan était découpé en 2 paroisses au Moyen-Âge. Dinan Nord avec Saint-Malo et Dinan Sud avec Saint-Sauveur. Suite au partage de la ville. C'est ça, au XIIe siècle. Ouais. Pouvons-nous nous attarder sur l'église paroissiale de Saint-Malo ? Alors à l'origine, la paroisse de Saint-Malo, elle est hors les murs. Pas très loin d'ici, d'ailleurs, même très proche. À l'emplacement, aujourd'hui, on a encore la chapelle Saint-Joachim, donc c'est le quartier de la Fontaine des Eaux, en fait. Donc à l'origine, la paroisse est fondée là, et la première église Saint-Malo est construite à cet emplacement-là au début du XIIe siècle. Ça va se maintenir pendant une très grande partie du Moyen-Âge. Là, c'est un prieuré qui est donné, parce que même si c'est une église paroissiale, elle peut aussi être sous l'obédience d'une grande abbaye. Donc Saint-Malo, c'était un prieuré de Marmoutier, donc c'est une très grande abbaye de Tours, qui a énormément de prieurés en Bretagne. Son déménagement, en fait, va se faire à la toute fin du Moyen-Âge,
à la toute fin du XVe siècle, quand le duc François II va aussi décider de reprendre une partie des fortifications. C'est le moment donc où il est en conflit plus qu'ouvert et plus que compliqué avec le roi de France, donc il décide de refaire fortifier en partie les grandes villes ducales, et cette église Saint-Malo qui est hors les murs apparaît comme un point faible, et il décide de la rapatrier à l'intérieur. Donc on va détruire la première église du XIIe, et on va rapatrier cette église Saint-Malo, la reconstruire à l'emplacement où elle est toujours. Donc à partir de la toute fin du XVe siècle, ce chantier très tardif explique qu'elle ne soit pas totalement terminée, en réalité. Puisqu'on n'a pas... Alors Saint-Sauveur, c'est pareil d'ailleurs, on n'a plus les budgets. Donc on ne va pas la finir au Moyen-Âge, en particulier les voûtes, voilà, tout ça, ça va être fait bien plus tard. C'est ça. C'est un chantier qui a duré 3 siècles quasiment. Alors, c'est pas 3 siècles de travaux ininterrompus, hein, mais le chantier commence dans les années 1480 et la couverture de la nef, donc les voûtes, hein, sont faites au 19e siècle. Quelles sont les caractéristiques architecturales de l'église de Saint-Malo ? C'est sa proximité avec des modèles normands, déjà. Il y a une très forte influence de la cathédrale de Coutances, alors qui est plus ancienne, hein, mais on retrouve dans la physionomie de certains supports, les piles, les piliers. Ce qui est caractéristique à Saint-Malo, mais là c'est juste mon avis, enfin ce que je trouve le plus réussi même, hein, le plus notable, c'est ça, ce sont les piles de la nef, qui montrent un modèle, alors qu'on va retrouver aussi à Saint-Sauveur d'ailleurs, dans la partie qui est faite au XVe siècle. C'est ce qu'on appelle donc les arcs ou les voûtes à pénétration, c'est-à-dire que les piles, les grosses piles rondes, hein, les piliers ronds, il n'y a pas de chapiteau en haut, les arcs et les voûtes rentrent directement dedans, et c'est une moulure très fine, très douce même, et ça on va le retrouver beaucoup en Bretagne tout au long du XVe siècle. Et je trouve que c'est une manière assez élégante, et c'est quelque chose qui allège pas mal l'architecture. Cela témoigne-t-il de la richesse de la ville de Dinan à cette époque ? Oui, et de la richesse surtout des donateurs, hein, qui ont décidé de financer ça. Donc il y a le duc, mais il y a aussi tous les grands nobles bretons. Anne de Bretagne, qui, quand elle sera reine, va aussi financer en partie, enfin attribuer une rente à cette église-là pour continuer à financer les travaux. Donc c'est un chantier qui a effectivement des moyens. Ça va expliquer aussi les très grandes vitres. Il y a beaucoup de vitraux. Alors il n'y en a pas, ou très peu, hein, du Moyen-Âge, mais on ne peut qu'imaginer la richesse de ces vitraux-là. C'est surtout ça que ça va payer, hein, d'ailleurs, mais malgré tous ces financements, l'époque n'est plus au grand chantier. C'est une période qui est quand même très compliquée pour la Bretagne, cette période de transition entre vraiment le duché puis le rattachement au royaume de France. Donc c'est une époque où on a d'autres priorités. Donc la deuxième église paroissiale de Dinan, c'est Saint-Sauveur. Pouvez-vous nous parler de la création de son prieuré ? Alors l'histoire de Saint-Sauveur, elle est plus floue, plus obscure, et elle est surtout plus légendaire. Saint-Sauveur, la légende, l'histoire que l'on raconte le plus souvent, on attribue en fait sa fondation à Rivalon-le-Roux, donc qui était le neveu, hein, du seigneur de Dinan, qui est parti en croisade au début du XIIe siècle, qui a été fait prisonnier et qui aurait en fait émis le vœu, la promesse de construire une église dédiée au Sauveur s'il était libéré. Il a été libéré et donc on lui attribue la création de l'église Saint-Sauveur. On rajoute à ça le fait que dans l'architecture et dans le décor, on a des éléments qui rappellent ou qui rappelleraient l'Orient. Donc il y a le mur extérieur sud et surtout les deux dromadaires qui sont sculptés au revers de la façade. L'histoire est sans doute un peu plus compliquée que ça. Déjà, Rivalon-le-Roux, il est rentré en Bretagne autour des années 1110-1112, quand la ville est séparée, quand Dinan est séparée en deux en 1123. L'église est déjà rentable, elle produit de l'argent. C'est un prieuré là, de Saint-Jacques-de-la-Mer, plus local. Si elle produit de l'argent, c'est qu'elle n'en coûte pas. Donc, c'est-à-dire qu'elle est déjà terminée, vraisemblablement, ou au moins en très grande partie. Donc, ça nous donne un laps de temps assez court, 10 ans, entre le moment du retour de Rivalon et un moment où l'église est construite. C'est un petit peu court
pour imaginer que c'est lui qui a initié la construction. Parce que s'il rentre en 1112, le temps de lever les fonds, de trouver les terrains, etc., la construction ne va pas démarrer tout de suite. Donc ça fait un peu court. Donc en réalité, l'histoire de la fondation de Saint-Sauveur, on ne la connaît pas vraiment. On commence à connaître un peu mieux l'histoire de son environnement, du quartier, puisqu'il y a eu des diagnostics archéologiques en 2019. Pour la période médiévale, ce qu'a montré ce diagnostic archéologique, c'est qu'on est vraiment sur le premier lieu d'installation de la ville. C'est la première fois qu'on a trouvé des traces d'installation des 12e, peut-être même 11e siècle. Donc vraiment, la première ville de Dinan, elle est à cet emplacement-là. Elle est devant l'église Saint-Sauveur. Et cette place, après, à partir du XIIIe, devient le lieu de la halle des boucheries. Donc ce serait assez logique qu'on ait eu une première église dès l'installation de Dinan. Puisque là, pour l'instant, les traces les plus anciennes que l'on connaisse, elles sont au port. C'est le petit pont, le prieuré aussi qui avait été installé et qui n'existe plus. Mais sur le plateau, sur l'emplacement de la ville actuelle, pour l'instant, on n'avait rien de plus ancien que le XIIe siècle avec Saint-Sauveur. Là, qu'on ait une installation civile, qu'on ait des traces de maisons, ça vient confirmer que c'est vraiment dans ce nœud-là que la première ville s'est créée. Donc il paraîtrait logique qu'il y ait eu aussi un premier établissement religieux, que Saint-Sauveur soit en fait le successeur d'une église primitive. Parce qu'après, au niveau de son style, de son style architectural, de la décoration, c'est cohérent avec le début du XIIe siècle. Dans des années 1110-1120, effectivement, ça paraît assez cohérent pour sa date de construction. Mais c'est une datation stylistique et c'est toujours sujet à précaution. On n'a pas de texte, on n'a pas d'archives claires qui nous indiquent qui, quand et comment elle a été fondée. Si je ne me trompe pas, il reste des vestiges de l'époque romane. Les parties romanes, ce sont la partie basse de la façade ouest, donc où vous avez les 3 grands portails, les 3 grandes portes en arc de cercle, et puis le mur sud de la nef. Il ne reste plus que ça, mais c'est déjà bien, puisque ça aurait dû disparaître. Donc ces parties-là ont été ensuite entourées par des parties gothiques, des reconstructions à partir des années aussi 1470-1480, à peu près au même moment où on déménageait Saint-Malo. On a aussi repris Saint-Sauveur, donc on a surélevé, on a refait la partie haute de la façade ouest et on a mis un bas-côté au nord. On a agrandi l'église au nord et donc on a détruit le mur primitif de la nef. À l'origine, Saint-Sauveur n'avait qu'un seul vaisseau dans sa nef, donc il n'y avait qu'un seul couloir, si j'emploie des mots un peu impropres. Là, c'était une nef à une seule travée qu'on a ouvert au nord pour faire un bas-côté et qu'on avait prévu d'ouvrir au sud. Il y a les traces sur le transept. Donc on avait prévu aussi de faire la même chose au sud, donc de détruire le mur roman. Et bon, là aussi, comme pour Saint-Malo, il y a eu un petit problème de budget à un moment, donc on a stoppé les travaux. Et tant mieux, parce que, pour nous en tout cas, puisqu'on a pu conserver ce mur-là. Le mur sud, c'est là que certains ont vu des influences orientales, dans le fait d'avoir ces sortes de niches. Le mur est creusé dans son épaisseur, il y a un décor créé par la mouluration des pierres. Et puis les contreforts, qui ne sont pas vraiment des contreforts, parce qu'ils n'ont pas un rôle pour tenir l'architecture, ils sont plus décoratifs. Ce sont des colonnes, des demi-colonnes, qui montent du sol jusqu'au faîte du toit. Et c'est effectivement pas des formules très répandues en Bretagne, voire pas du tout en fait. Saint-Sauveur est un cas unique par rapport aux autres églises de la même période que l'on connaît dans la région. Et ça, ce sont des choses que certains, comme René Couffon, qui est un historien début 20e, qui a beaucoup écrit sur la Bretagne, breton qui a beaucoup travaillé là-dessus. Lui, il rapprochait ça d'églises d'Istanbul, voire d'églises de Syrie. Donc il allait chercher des modèles très très loin. C'est pas faux, c'est vrai qu'on retrouve ça dans cette architecture-là. On en retrouve aussi en Charente. On peut trouver des influences un peu plus proches. Et pour la sculpture aussi de la façade ouest, c'est pareil, c'est un cas assez unique dans toute la Bretagne d'avoir un programme sculpté, un développement aussi grand de sculpture sur une façade,
Aujourd'hui, on n'en connaît pas d'autres en Bretagne. Il devait y avoir d'autres églises qui lui ressemblaient, Malétroit très probablement, dans le Morbihan, mais qui a été complètement modifiée. Donc là aussi, ça la rend unique, cette sculpture aussi développée sur la façade. Et on peut remarquer un lion et un taureau. Oui, alors ça, en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle le tétramorphe. Donc c'est quelque chose de très classique dans l'art chrétien. C'est la représentation des évangélistes, donc des 4 apôtres qui ont écrit les évangiles, sous la forme d'animaux, sous la forme de leurs symboles. Alors c'est pas que des animaux d'ailleurs, puisque Matthieu va être représenté sous la forme d'un ange, Jean sous la forme d'un aigle, le taureau c'est Luc et le lion c'est Saint Marc. Et si vous regardez attentivement le taureau et le lion qui sont à Saint-Sauveur, vous verrez qu'ils tiennent un livre entre leurs pattes. C'est les évangiles qu'ils ont écrits. Et ça, c'est des choses qu'on retrouve associées à des images du jugement dernier ou de l'Apocalypse, généralement. Donc on peut imaginer qu'à l'origine, on avait une iconographie, un décor qui participait, qui racontait un épisode associé au jugement dernier ou à l'Apocalypse, comme c'était très souvent le cas sur les églises romanes. Mais aujourd'hui, on a perdu aussi quand même une partie de ce décor-là. Le tympan, donc c'est-à-dire la partie, le demi-cercle qui est au-dessus de la porte centrale, où vous avez un Christ qui est sculpté, ça c'est du 19e. Ça fait partie des restaurations. On ne connaît pas ce qu'il y avait à l'origine. S'il y avait quelque chose, ça pouvait aussi être laissé vide, mais on peut imaginer une iconographie là avec un Christ du jugement dernier, étant donné qu'on a ce taureau et ce lion juste à côté. Dans la fin de construction, elle date de quand? Alors en fait, elle n'est pas finie elle non plus. Donc il y a eu là aussi plusieurs phases. Donc au XIIe siècle, la première église romane. À partir de la fin du XVe siècle, on fait le bas-côté nord, on refait le transept, donc la partie perpendiculaire, on refait aussi le chevet. Et ça va durer tout au long du XVIe siècle, avec des interruptions. Et surtout, à la fin du XVIe siècle, vraiment la toute fin, dans les années 1580-1590, au moment des guerres de la Ligue, donc au moment où certains seigneurs de France acceptaient assez mal d'avoir un roi anciennement protestant, Henri IV, et certains seigneurs ont pris les armes contre lui. Au moment de ces guerres de la Ligue, le seigneur de Dinan, le duc de Mercœur, a été un des acharnés de la Ligue. C'est-à-dire que, alors que tout le monde, ou presque, avait laissé tomber, lui, il a continué. Il a du coup fait de très gros travaux, lui aussi, à Dinan, au château, port du Gersual, tout le secteur de la porte du Gersual. Là aussi, tout l'argent, du coup, tout le budget est parti là-dedans. Et on a un peu laissé tomber Saint-Sauveur. Et on était en train de finir le chevet, donc la partie qui est à l'est, et notamment en train de préparer en fait tout ce qui allait servir à soutenir les voûtes du chevet, les arcs-boutants. Donc ces arcs à l'extérieur qui donnent un peu l'allure d'insectes aux églises gothiques. Et du coup, on les a jamais terminés. Et donc la nef, le chœur, restait sans couvrement, sans voûte, charpente à nu. Donc on a fini quand même mais bien plus tard, par mettre des voûtes en plâtre pour quand même terminer l'édifice, mais pas tel que c'était prévu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous visitez Saint-Sauveur, vous verrez que dans le chevet, tout au bout de l'église, les voûtes sont toutes blanches. Parce que c'est pas de la pierre, c'est du plâtre. Donc en réalité, elle aussi, elle n'est pas finie. Quelles sont les caractéristiques gothiques? Alors c'est un gothique assez tardif. Alors on va retrouver les mêmes choses qu'à l'église Saint-Malo, donc dans la nef, donc ces grandes piles rondes avec les arcs et les voûtes qui pénètrent directement à l'intérieur. Mais plus on avance et plus on avance dans le temps. Donc au niveau du transept, il n'y a pas de caractéristiques majeures, mis à part les très grandes fenêtres qu'on retrouve aussi dans la nef. Quand on avance, par contre, au niveau du chevet, dans ce qu'on appelle le déambulatoire, donc c'est-à-dire le couloir qui permet de faire tout le tour, on est, oui, dans un gothique finissant, si on peut dire, ce qu'on appelle le gothique flamboyant et même le gothique international, vraiment pour ces dernières années. Donc il y a la décoration est très foisonnante. Il y a flamboyant, en fait, ça vient des décors des fenêtres, ce qu'on appelle les remplages, donc les décors en pierre, ce qui remplit un peu les fenêtres, qui sont en forme de flammes. Et ça, on peut l'observer à Saint-Sauveur. Donc les fenêtres sont très décorées. Et même à l'intérieur, l'architecture est très décorée aussi. Dans les petites chapelles qu'il y a tout autour, il y en a plusieurs qui ont des décorations
moulurés, qui sont plaqués, et même des décors Renaissance. La chapelle axiale, donc celle qui est vraiment dans l'alignement de la nef, il y a tout un décor plaqué, sculpté, d'inspiration Renaissance, qui est donc du XVIe siècle, où vous allez retrouver des végétaux, des oiseaux, des choses qui nous rappellent, je sais pas, les décorations des châteaux de la Loire, par exemple, des choses très fines, et puis des choses même plus originales, puisque il y a des oiseaux qu'on identifie à des perroquets, et on a même des Indiens. Alors, il y a des personnages avec des coiffures de plumes. On observe en fait le changement artistique, mais aussi les changements qu'il y a dans le monde en général. À ces époques-là, le XVIe, c'est une époque très foisonnante culturellement parlant. Et à l'extérieur, ce sera la même chose. Si vous regardez le chevet à l'extérieur, il a été construit du nord vers le sud en tournant, et le décor évolue aussi. Au nord, vous avez un décor purement gothique sur ce qu'on appelle les pinacles. Donc c'est les éléments qui sont sur les contreforts, les espèces de petits chapeaux pointus, et puis même sur les contreforts, sur les piliers, c'est une décoration végétale, des feuilles de chêne, ce genre de choses. Et puis plus vous avancez, plus vous tournez et vous allez vers le sud, là vous allez voir apparaître des décors géométriques, des motifs qui sont issus de l'art antique, donc ce qu'on appelle des motifs de grec, donc c'est des espèces de chevrons, des colonnes torsadées aussi, des petits motifs de grotesque. Donc, c'est-à-dire des rinceaux végétaux avec des bonhommes avec des grosses joues à l'intérieur. Voilà. Donc un décor Renaissance qui apparaît au fur et à mesure que vous faites le tour de ce chevet. Donc même si c'est pas d'un très grand développement architectural, le chevet de Saint-Sauveur, c'est pas immense, mais on arrive à suivre une évolution artistique sur peut-être une quarantaine ou une cinquantaine d'années. Pourquoi a-t-elle été dite basilique en 1954 ? Alors ça c'est une bonne question parce que j'ai pas trouvé non plus la réponse. Basilique, c'est un terme honorifique. C'est donné c'est comme une légion d'honneur, quoi. On va dire, voilà, ça atteste du fait que c'est une église importante. Et alors, normalement, il est censé s'y être passé des miracles pour avoir le titre de basilique. Mais je dois avouer que j'ai pas trouvé pourquoi. Enfin, s'il y en a un, parce que ça peut être pour l'ensemble de son œuvre, voilà, s'il y a un événement particulier qui a provoqué ça. Je pense pas que ce soit la présence du cœur de Duguesclin. C'était pas forcément un ami de l'Église. À creuser plus. On peut retrouver plusieurs gisants. Lesquels sont les plus importants ? Peut-être les plus anciens, il y a celui de Roland de Dinan, donc qui lui date de la fin du XIIe siècle. Ceux qui sont à Saint-Sauveur ne sont pas forcément artistiquement très intéressants. Historiquement, ils le sont, mais au niveau de la sculpture, c'est pas forcément les plus parlants par rapport à ceux qu'on a à Léon. Ceux qui sont conservés, qui ont été déplacés à Léon aujourd'hui, montrent une maîtrise artistique un peu plus grande. Après, même ceux qui sont à Saint-Sauveur sont des mêmes écoles. Et ce qui est intéressant, c'est de voir les relations qu'il peut y avoir entre la Bretagne et l'Angleterre à partir du XIIIe siècle, avec ces modèles dégisants. Si vous les regardez, ils sont pas tous installés exactement de la même manière. Il y a notamment un détail, c'est le coussin qu'on met sous la tête. Tous les gisants n'ont pas ce coussin avec des petites pampilles sur les côtés. Ça, c'est des modèles vraisemblablement qu'on a importés d'Angleterre. Voire même, on a peut-être importé des sculpteurs d'Angleterre. Ce qui est intéressant avec ces gisants, de mon point de vue surtout, c'est leur nombre. On a quand même une collection extrêmement importante par rapport au reste de la France, voire au reste de l'Europe. Dinan a une collection de gisants médiévaux absolument impressionnante. Donc c'est ce nombre-là qui fait leur intérêt aussi, c'est d'arriver, de pouvoir comparer, de pouvoir voir ces œuvres produites entre le XIIe et le XVe siècle et de pouvoir voir l'évolution en fait de cet art de la sculpture funéraire. Donc ça c'est très intéressant. Ils ont sans doute pas tous été fabriqués à Dinan, mais peut-être une bonne partie, puisqu'il y avait vraisemblablement un atelier ici. Ils sont pas tous faits avec le même matériau non plus. Donc ça éclaire plein de choses en fait. Ça éclaire les relations artistiques entre les différentes régions, voire entre les différents pays. Ça éclaire aussi les relations économiques, parce qu'il faut faire venir les pierres d'ailleurs. Voilà. Donc il y a plein de choses intéressantes aussi à tirer de ça, au-delà de l'aspect artistique. Quel est l'édifice religieux le plus important selon vous à Dinan ? Je sais pas s'il y en a un plus important. Alors après, moi je vais dire Saint-Sauveur, mais parce que c'est complètement subjectif et que c'est ma préférée. Et voilà. Du point de vue
de l'historien de l'art, Saint-Sauveur est quand même plus importante dans le sens où elle est plus originale. Saint-Malo est aussi une très belle église, originale aussi à cause de son chantier très long, donc qui fait que c'est un peu un patchwork. Mais par rapport à la rareté en fait des vestiges du XIIe siècle en Bretagne, Saint-Sauveur est quelque chose de très important. Après, elle nous embête aussi. Enfin, moi, elle m'a embêtée quand je faisais ma thèse parce qu'elle sort complètement du lot. Donc, vous étudiez tous les vestiges romans de Bretagne, vous arrivez à vous faire à peu près une idée de ce à quoi ça ressemble. Et puis là arrive Saint-Sauveur qui fait voler en éclats toutes vos statistiques et vos belles hypothèses parce que ça colle plus. Alors bon, on arrive à récupérer quand même, mais elle est intéressante justement grâce à cette originalité, grâce à ce décor sculpté qui permet d'approcher aussi d'un peu plus près les hommes qui l'ont créé. Le décor sculpté, c'est un peu les hommes du Moyen-Âge qui vous parlent à travers leurs sculptures, qui vous racontent leurs croyances, les épisodes bibliques ou les épisodes de l'histoire religieuse qui étaient importants, qui étaient significatifs pour eux. Et à Dinan, on a ça, alors qu'on en manque cruellement ailleurs en Bretagne. Donc elle est aussi, je trouve, émouvante pour ça, pour le message, le témoignage qu'elle constitue. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette rencontre. Ça vous a plu? Vous souhaitez en savoir davantage sur Dinan et la Bretagne? Alors, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes et à en parler autour de vous. À bientôt!